le micro, il est ouvert. Normalement, ça doit être bon. Voilà, c'est parfait. Je reviens pour les questions-réponses. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je représente un peu Consuel. Donc, c'est une association de la 1901, reconnue d'utilité publique et ayant pour mission première de mettre en œuvre toutes les études et actions en vue d'assurer la sécurité des biens et la conservation des biens. D'où cette notion d'attestation de conformité qui a été signalée précédemment. Donc, on est comme vous tous, on s'est bien rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des courants faibles et qui prend une place de plus en plus stratégique dans les installations électriques. Donc, Consuel, via le service courant faible, dont j'ai la charge, on propose aussi des certificats de conformité qui sont vraiment valables pour tout ce qui peut être lié historiquement au courant faible, à savoir tout ce qui est télédistribution, les réseaux de communication, et maintenant aussi tout ce qui peut être lié à la partie fibre optique. Donc, comme vous avez pu, comme il a pu être échangé, l'IRVE représente une parfaite complémentarité entre les courants forts et les courants faibles. L'idée, ce n'est pas ramener que de la puissance, c'est de pouvoir piloter cette puissance. Donc, pour ma part, au niveau de ma partie courant faible, on fait des certificats de conformité. On fait tout ce qui est diagnostic, télévision, réseau de communication. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On fait aussi des diagnostics liés au télétravail, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est vraiment très répandu. Et on est également organisme de formation en IRVE au niveau 1. Or, niveau 1, c'est vraiment les installations basiques en maison individuelle. Alors, il y a des chiffres qui sont clés à prendre en considération. C'est qu'à l'horizon 2035, la mobilité électrique devrait représenter 10% de la consommation totale d'électricité. Hormis tout ce qu'on a pu dire sur les différents événements qui peuvent se produire actuellement, c'est énorme. Ça va vraiment devenir quelque chose de très imposant sur le réseau. Et donc, il y a obligatoirement besoin d'un pilotage intelligent de la recharge pour que ce soit quelque chose qui puisse parfaitement pouvoir gérer les besoins en puissance et énergie. Alors, le pilotage, il permet vraiment de recharger au moment le plus opportun. Donc, pour éviter ce phénomène de plaque à induction, si je mets ma voiture pendant 8 heures, je vais peut-être besoin de la charger avant, après, mais on va éviter les pics. On va gérer la puissance appelée et des échanges d'énergie avec le réseau. Le réseau, je sais pas, il y a tous les chauffe-eau qui se mettent à se démarrer en pleine heure creuse. Bon, on va peut-être se dire, on va se dire, attends, on temporise et puis on te réalimentera après. La gestion de la répartition de la puissance disponible. Est-ce que mon plateau, est-ce que j'ai suffisamment de puissance au niveau de mes différents éléments pour pouvoir alimenter tout le monde? Et sinon, est-ce que je peux temporiser, répartir, ventiler, faire du foisonnement, pour simplifier? Et surtout, l'optimisation du dimensionnement de l'installation, à savoir ne pas prévoir trop petit pour pouvoir alimenter tout le monde, mais sans forcément devoir en mettre trop parce qu'il n'y en aura peut-être pas besoin. C'est vraiment permettre d'avoir la bonne installation. Une notion qui est très importante, c'est les justes travaux nécessaires pour avoir une installation d'IRVE vraiment performante et qui répondent surtout principalement aux besoins. Donc, le pilotage de la recharge permet vraiment d'optimiser tout ce qui va être consommation d'électricité des points de recharge des véhicules électriques. Donc, on va axer sur 3 axes principaux. Le pilotage temporel, on évite les pointes et on lisse. Le pilotage de puissance, on module la puissance de recharge et surtout la gestion de l'autoconsommation qui va devenir de plus en plus prégnante, dans lequel on va pouvoir utiliser le surplus de production d'énergie pour recharger les batteries. Alors, ce troisième point, il vient vraiment en complémentarité d'éléments qui sont un petit peu plus globaux au sein de l'habitat. Un habitat, ce n'est pas un élément passif. Ce n'est pas j'ai une prise, je me branche, j'alimente. C'est vraiment, c'est pas vivant, on ne peut pas dire ça, mais c'est plus que juste j'alimente. C'est j'alimente, je produis, je consomme, je peux renvoyer. C'est pas juste je ne suis pas juste consommateur de l'énergie que je vais produire. Alors, il y a un terme qui est un peu utilisé, c'est consomme-acteur. C'est je vais vraiment, moi aussi, être acteur des actions que je vais faire avec l'ensemble de mes installations. Alors, je vais vous parler d'une technologie un petit peu
qui n'est pas forcément la plus répandue, mais je pense qu'un jour ou l'autre, on va peut-être y arriver. Alors, je vais parler du V2G. Bon, il y a 3 niveaux. Hein. Il y a le V2H, le Vehicle to Home, où c'est juste, pour simplifier, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, ça communique. J'ai le V2B, excusez-moi, je suis français, V2B. Donc, c'est du Vehicle to Building, c'est la gestion intelligente entre l'immeuble et le parc de véhicules. Et le V2G, hein, voilà, le Vehicle to Grid, c'est des véhicules sur le réseau. C'est vraiment penser ce système de smart grid. Ça fait des années qu'on en entend parler, mais ça va être un tout. C'est ce que le véhicule électrique va être un des acteurs. Ça pourra être une source potentielle de réservoir d'énergie. J'ai des installations de production, j'ai du photovoltaïque, j'ai pas de soleil, je produis moins, j'ai peut-être des batteries derrière qui pourront compenser derrière mon autoconsommation. J'ai peut-être un petit peu d'éolienne, j'ai un peu de vent, ça va alimenter. J'en ai pas, je récupère au niveau de ma batterie. J'ai plus rien, j'ai mon réseau derrière qui va pouvoir fournir tout ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va parler d'intelligence. Bon, c'est de l'algorithme, mais bon, bref, il y a des gens très intelligents qui nous ont créé ces différents algorithmes qui vont permettre de pouvoir analyser quasiment en temps réel l'état des réseaux pour vraiment fournir cette optimisation. Donc finalement, ce n'est pas forcément le nombre de bornes qui risque de poser problème, c'est cette absence de pilotage, d'unification dans la réflexion de la gestion de cette énergie qui pourra poser problème. Donc, à l'échelle du réseau, la capacité de stockage disponible en V2G sert aux opérateurs pour répondre aux variations de la demande. J'ai des pics de consommation, je peux les absorber, je peux limiter mes délestages et je compense aussi mes micro-coupures. Mais surtout, c'est qu'à la création des réseaux, on peut créer des réseaux intelligents. On peut vraiment tout optimiser. On a des retours d'informations qui vont être présents tout le long de la chaîne et on saura exactement d'où peuvent provenir soit un problème, soit une surconsommation, enfin voilà, tous les problèmes. Mais tout ça, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut que ça communique. On ne peut pas dire, c'est plus passif. Donc, le V2G, bon, hormis, quand je parle de niveau de sécurité, je parle de sécurité au niveau de ses données personnelles, savoir où je suis, qui je suis, ce que je fais, etc. Tout ça, ça doit être vraiment très protégé. Mais c'est surtout toute cette notion de flexibilité et de l'interopérabilité. Un réseau qui est fait aujourd'hui, dans 10 ans, il ne faut pas que je le change parce que tout a changé. Il faut comme que je crée toute cette notion de flexibilité au niveau de l'installation et d'interopérabilité. Pour reprendre un petit peu vos bornes, où je m'en fiche, j'ai une borne, je la branche, derrière, je peux brancher ce que je veux. Et je pense vraiment que je pense que si je vous parle de domotique, vous allez comprendre quand je vous parle d'interopérabilité, ce que je veux dire par ces mots. Donc après, il y a différentes normes, l'OCPP, l'IEC 6310, l'ISO 1518, enfin bon, bref, tout ça, ce sont des normes aujourd'hui, mais elles évoluent. Et vous, votre réseau, il est installé. Donc, il faut qu'il soit comme apte à pouvoir digérer ces évolutions. Donc, ce n'est qu'une recommandation. Hein. C'est vraiment prévoir des colonnes de communication performantes et vraiment interopérables pour vraiment bénéficier d'une infrastructure de communication. Et avec 3 termes que j'aime bien, c'est fixe. C'est du fixe. Ce n'est pas de la 3G, ce n'est pas du Wi-Fi, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est fixe, c'est périn dans le temps et surtout, c'est ouvert. À savoir que je peux emmener un service aujourd'hui, demain, je peux en ramener un deuxième, et après-demain, je peux en ramener un troisième. Et pas que je me limite un bout de fil, un service. J'ai besoin d'un autre service, il faut que je retire une gaine. J'ai besoin d'un... Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui permettent vraiment cette interopérabilité. Bon, moi, je suis plus spécialisé en logement, donc je vais parler un peu plus de logement qu'autre chose, mais je vais vous parler des parties communes d'immeubles. Un immeuble, ce n'est pas un bout de béton dans lequel je mets des logements qui, eux, ont leur propre vie, avec des parties communes, qui, elles, se limitent juste à recevoir les gens, puis les emmener chez eux. Il peut se passer plein de choses dans une partie commune, surtout maintenant sur l'aspect technique. Ça communique. Vous avez vos véhicules, vous allez avoir vos ascenseurs, vous allez avoir votre contrôle d'accès, vous allez avoir votre système de télévision, vous allez avoir tout plein de services qui vont pouvoir transiter dans cet immeuble, dans la copropriété, dans un ensemble de résidences, dans un écoquartier.
Aujourd'hui, tout est faisable. Mais il y a quand même des choses à respecter. Et vraiment, le minimum, hein, c'est qu'on crée un tableau de communication pour les parties communes, tout simplement, comme on fait dans le logement. Ça s'appelle le coffret d'interface des services généraux. Alors, vu qu'on aime bien les acronymes, on l'a appelé CISG. Voilà, on aime bien, on en met un. Donc, la partie supérieure, on reçoit les équipements d'interface entre le réseau FTTH et les réseaux de services des parties communes. On met des RJ45 et des câbles pour l'externalisation des données, pour alimenter justement tout ce réseau de services, commander mes ascenseurs, mes contrôles d'accès, mes alarmes techniques, etc. Et en dessous, je mets mes équipements privés, d'où des réseaux de services. Ça peut être un switch, ça peut être un onduleur complémentaire pour compenser, ça peut être tous les éléments qui vont être dits privés en installation. Et le câblage de service, on peut alimenter les parties communes, mais on peut même créer des lignes pour aller jusque dans le logement, pour apporter justement des informations des parties communes directement au logement, sans forcément passer par une technologie sans fil type Wi-Fi, 4G ou autre. Vous savez, je peux avoir ma prise RJ45, excusez-moi pour le terme, c'est DTS, voilà, où dessus, je vais avoir toutes mes informations. J'ai besoin de les utiliser, je me branche, je les ai, j'en ai pas besoin, je les laisse là, elle est présente. Vous avez fait un joli petit dessin. Voilà. Donc, vous avez votre tableau, vous avez votre box, vous avez votre arrivée FTTH, vous faites vos branchements, votre câblage, et vous repartez alimenter vos différents éléments. Et derrière, vous avez un gros TGBT bien énergique pour alimenter vos bornes au niveau de la puissance, mais vos bornes, pensez à les raccorder. Il y a du câble qui est un vieux câble, je crois qu'il y a 50 ou 60 ans, qui s'appelle du câble à paire torsadée, qui marche très très bien. C'est beaucoup mieux quand on est au deuxième sous-sol qu'un réseau Wi-Fi qui devra aller dans un tableau services généraux qui sera par exemple au rez-de-chaussée. Ça marche beaucoup mieux. Donc franchement, si vous tirez un bout de câble, tirez un bout de paire torsadée avec, ça peut être pas mal. Et je recommande, c'est personnel, ce n'est que moi, ça engage moi, pas qu'on souhaite, c'est que moi. Au niveau des bornes, pensez à mettre aussi une prise pour la versatilité. C'est-à-dire que le jour où je dois changer ma borne, je ne vais pas couper mon câble, je débranche mon cordon et je pourrai rebrancher autre chose. Donc la versatilité, ça permet justement de changer le service. Vous avez une prise RJ45, vous débranchez un ordinateur, vous pouvez en mettre un autre. Alors que si jamais vous êtes câblé en dur, en fixe, faut couper, et puis j'ai de moins en moins de fils, et puis au bout, bref. Il y a des câbles qui existent. Là, en partie commune, le 6A est largement recommandé. Et ça permet vraiment une cohabitation de différents réseaux utilisant des paires distinctes. Alors, encore un anglicisme, le câble sharing, dans la limite des 4 paires de chaque lien. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir mon câble à paire torsadée, j'ai 4 liens. Dans ces liens, je peux faire passer 4 informations qui peuvent être complètement distinctes. Donc, je peux faire une paire en 50 volts, je veux faire une alimentation TBT, je peux faire un réseau IP, par exemple, je peux rajouter un petit réseau Ethernet pour que ça communique, et puis je peux avoir un truc qui va être compatible PoE, par exemple, pour alimenter des caméras de surveillance, par exemple. Donc, compte tenu de la taille d'une batterie de voiture, les énormes quantités de stockage et de consommation d'énergie qui vont être ajoutées au réseau, vraiment, la gestion intelligente sera plus que nécessaire. Bon, il y a beaucoup d'innovations technologiques, solaires, hydrogène, batterie, qui nécessitent un réseau de communication universel. Et pour le V2G, je pense vraiment qu'une standardisation est nécessaire pour que toutes ces interactions qui demandent beaucoup de flexibilité et de sécurité. Alors, il y a des techs, le CPP, l'ISO 15118, la CEI 6310, qui encadrent énormément tout ce qui va être lié à la fiabilité, la sécurité et l'interopérabilité entre les différents éléments. La colonne de communication dans l'immeuble permet vraiment de pouvoir gérer tout ce qui va être puissance, les facturations. Vous avez une borne, vous le bipez, vous pouvez, en fonction du type d'opérateur, etc., avoir tout le suivi. Apporter et créer des services, l'état de disponibilité des bornes, l'état de charge, et puis l'utilisateur en temps réel, il regarde sur son smartphone, tiens, elle est chargée, elle n'est pas chargée. Tiens, je suis commercial, j'arrive, je dis que je reste 1 heure. Tiens, la borne, elle va se dire, tiens, toi, je t'alimente beaucoup, toi, tu restes 8 heures, tu auras le temps, je te compense, on verra plus tard. Et surtout, anticiper l'avenir. Parce que les protocoles changent, les normes changent, mais il faut que l'infra, elle tienne pour pouvoir justement tout anticiper. Et ça, je pense que vraiment, il y a que des professionnels formés et compétents
avec vraiment un réseau performant, et là, comme le FTTH, parce qu'il y a énormément d'échanges de données qui permettront vraiment d'assurer des installations fonctionnelles et pérennes dans le temps. Et ça, c'est vraiment la base, pour moi, de l'intégration, c'est la pérennité. Je fais une installation, dans 10 ans, je ne dois pas la changer, elle doit quand même pouvoir, malgré ce qui peut se passer, toujours pouvoir assurer son service. Donc, Consuel vous accompagne dans cette démarche de qualité. Et on a parlé de 2025, on a parlé de 2030, moi je vous parle de 2035, mais bon, à échelle humaine, c'est comme demain, quoi. Dans 2035, on va consommer 10% d'énergie rien que pour alimenter les véhicules électriques. Voilà, je crois qu'on a un petit quiz là maintenant. Oui, un petit quiz. Voilà. Alors, il y a une question, c'est à l'horizon 2035, ça c'est pour le public qui suit, hein, vous allez pouvoir voter et puis on va commenter les réponses. À l'horizon 2035, combien de millions de véhicules électriques, particuliers et utilitaires, pourraient circuler en France? Alors, vous avez 4 réponses possibles, entre 1 et 5, entre 7 et 16, entre 17 et 25, aux environs 30 dans le public, vous savez tous, j'imagine, vous avez tous cette réponse. Gardez-le pour vous là pour l'instant. Allez, on laisse 2 secondes, 3 secondes, 4, 5, 6... 7, 8, voilà, et c'est bon, Benjamin va nous présenter les résultats du public. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est que la réponse? Donc, le public a dit en majorité entre 7 et 16, eh ben, c'était bien ça, donc entre 7 et 16 millions de véhicules d'ici 2035. Voilà, c'était le bon chiffre. On peut remercier Arnaud Alexandre. Il reste une diapo. Hein. Il y a une autre question. Alors, on a 2 questions. Alors, voilà, la deuxième question. Le coût d'un plein de véhicules électriques devrait être par rapport à un véhicule thermique équivalent 2 fois inférieur, 3 fois inférieur, à 4 fois inférieur. Ben ça, je ne connais pas la réponse. Moi, je ne sais pas si vous la connaissez. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2. Oui, ça ne va pas durer. 1, 0. Allez, Benjamin, les résultats. 4 fois inférieur, est-ce que c'est ça la bonne réponse, Arnaud? C'est 3 fois inférieur sur le coût d'usage pour l'instant. C'est 3 fois sans pilotage. Avec pilotage, on pourra aller jusqu'à 5 fois. Ah, voilà, il faut mettre du pilotage. Merci pour les électriciens. Merci à vous, alors, Arnaud Alexandre. On peut applaudir Arnaud Alexandre pour cette présentation.